Ici Lorient. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. 80e anniversaire de la Libération. Radio Balise vous propose une série de rencontres sur les territoires de la Poche de l'Orient. Bonjour à tous. Dans le cadre du 80e anniversaire de la Libération de la Poche de l'Orient, nous nous dirigeons aujourd'hui vers le Finistère. Roxane Guénard, chargée de mission Pays d'Art et d'Histoire de Quimperlé. Bonjour. Bonjour. Vous évoquerez pour nous la vie sur le territoire du Pays de Quimperlé et le front de la Laïta. Daniel Guyader, membre de l'association Mémoire et Patrimoine de Cloire-Carnouët et guide conférencier attaché au service Patrimoine et Archives de l'Orient. Bonjour. Bonjour. Vous interviendrez sur l'organisation TOT et le mur de l'Atlantique. Quimperlé est située hors de la Poche de l'Orient puisqu'elle a été libérée le 8 août, mais elle a participé activement à sa libération. C'est ce que nous allons démontrer aujourd'hui. Les Allemands sont rentrés à Quimperlé en 1940. L'organisation TOT arrive un peu plus tard pour fortifier les défenses côtières. La vie des habitants est profondément modifiée avec l'arrivée massive de populations à la fois réfugiées et occupants. Alors Roxane, comment est-ce que ça s'est traduit dans les faits ? Alors, du coup, en effet, dès 1940, Quimperlé va loger un peu plus de 2000 soldats allemands sur son territoire. Et de plus, du fait de sa proximité avec l'Orient et de sa base de sous-marins, donc Quimperlé devient vraiment une cité dortoir pour les ouvriers de l'organisation TOT. Ce qui se traduit donc par une population grandissante. Et on passe de 8 000 à 20 000 habitants sur Quimperlé, ce qui n'est pas anodin pour une ville. Et donc, il y a tout des infrastructures qui vont être construites. Il va y avoir énormément de réquisitions de logements aussi pour les troupes allemandes et pour les réfugiés. On a, nous, un témoignage sur le territoire de Marguerite Lemoine, donc, qui a été agente de renseignement pour un réseau de résistance sur Quimperlé, qui nous dira que dans sa maison qui, elle, accueillait 3 personnes, donc elle, sa mère et son père, ils ont été jusqu'à 20 habitants. Donc c'est vraiment un territoire très occupé. Donc on a le rationnement qui est présent sur le territoire, ce qui crée aussi des tensions entre les populations qui peuvent se payer certaines denrées et les autres qui ne peuvent pas. Parce qu'il y a un marché noir qui va se développer sur Quimperlé, sur le territoire de Quimperlé. Avec notamment, nous avons un témoignage aussi d'un officier marinier à la retraite de Cloire-Carnouët qui écrit un papier à la préfecture pour dire qu'il y a énormément de denrées, notamment le lard, les œufs, le beurre, qui sont vendus à des prix prohibitifs pour la population du territoire. Justement, vous parliez de Cloire-Carnouët, donc il n'y a pas que Quimperlé qui est bouleversé. Là aussi, il y a des hôtels, des réquisitions. Oui, à Cloire-Carnouët, notamment au Pouldu, ce sont tous les hôtels du Pouldu qui vont être réquisitionnés pour loger les soldats allemands. Et la fonderie Rivière ? Alors, la fonderie Rivière, sur le territoire de Quimperlé, elle va être réquisitionnée. Donc, il y a beaucoup d'usines qui vont être réquisitionnées, notamment par l'armée allemande, pour la production notamment d'obus. Donc, il va y avoir sur la fonderie Rivière 1000 obus produits à la journée c'est énorme. Pendant l'occupation. C'est énorme. Et différentes organisations de résistance se regroupent pour former le 17e bataillon des FFI. Alors, où sont postés les résistants ? Les résistants sont postés donc sur la rive droite de la Laïta. Et les Allemands sont retranchés sur la rive gauche, donc dans ce qui va être la Poche de l'Orient. Et donc, il y a différents bataillons qui viennent d'un peu partout, enfin un peu partout, de Bretagne et surtout du Finistère. Donc, on va avoir des gens de Rospordin, des réseaux de Sker, enfin bref, qui vont se positionner tout le long, donc pour avoir une vue sur la rive gauche. Mais c'est plutôt donc, et puis bien sûr à Cloire, ça va être vraiment donc plutôt des postes d'observation, puisqu'en réalité des combats, il y en a très très peu. Il y en a très très peu. C'est savoir, c'est surtout contenir les troupes allemandes. Une guerre de position. Voilà. En sachant que quand les Américains vont arriver, les Allemands sont partis, ils sont retranchés sur la rive gauche de la Laïta, mais dans un premier temps, ils vont quand même tenter quelques incursions de revenir pour y récupérer du matériel qu'ils n'ont pas pu emmener donc quelques jours avant, de la nourriture.
Et les Américains peuvent penser, puisqu'il n'y a pas vraiment d'organisation militaire de l'autre côté, hein, la résistance, les FFI, c'est majoritairement des civils encadrés par quelques militaires, mais il n'y a pas une notion stratégique. Donc peut-être que ça peut être des éléments allemands, des éléments précurseurs dans le cadre d'une éventuelle contre-offensive. À ce moment-là, on ne sait pas, les Américains ne savent pas trop comment sont disposées les troupes allemandes de l'autre côté. Est-ce qu'ils ont suffisamment de force pour refaire donc cette contre-offensive? Enfin, le temps que tout ça se mette en place, ça va être donc chacun s'observe et après le front va se stabiliser avec des combats qui seront plutôt sur Hennebont, sur l'est de la poche de l'Orient, bien qu'il y ait eu quand même des combats sur Clohars, notamment en 1945, avec le fait que le château de Saint-Maurice a brûlé du fait des tirs de l'artillerie. Mais c'était plutôt des tirs d'artillerie que faisaient les Allemands. Et le pont a sauté aussi. Voilà. Alors le pont, il a été détruit par les Allemands dans un premier temps dans le cadre de leur retraite, mais il était coupé, mais il aurait pu être réparé. Et donc les Américains, enfin les résistants, si vous voulez, pensent que s'il est réparé rapidement, les Allemands peuvent le réutiliser. Donc il y a un réseau qui disposait d'agents qui avaient été parachutés de Londres, qui, eux, ont les moyens radio de communiquer à Londres en leur disant qu'il faut renvoyer très vite des chasseurs pour détruire ce pont et que la brèche soit bien définitive. Et ce qui a été fait, hein, bien sûr, et c'est pour ça que le pont a été détruit. Et puis après, c'était fini, ce pont en bois. Donc, est bien coupé. Et il n'y aura jamais, après, d'incursion par ce pont. Hein, ouais. La pointe de Clohars occupait une position stratégique depuis le XVIIe siècle, hein, oui. Mais là, elle se retrouve vraiment au cœur d'un dispositif. Alors, la position... Alors, il faut voir que la pollution... Déjà, dans le cadre... Alors là, on peut parler du mur de l'Atlantique, hein, mais il faut voir que la pièce principale, c'est la base de Kéroman, donc construite en 1941, qui va s'étendre, et à partir de 1942, c'est le début du démarrage de la construction du mur de l'Atlantique, donc cela va être rassemblé. Donc, des points fortifiés, il va y en avoir de plus en plus. Hein. Et donc, là, le bunker des Grands Sables fait partie du système défensif de l'Orient, hein, donc de toute manière. Et le fait est que du Pouldu jusqu'à Quiberon, donc avec les plages qu'il y a entre Fort-Bloqué jusqu'à Quiberon là-bas, étaient répertoriées par les Alliés comme zones susceptibles d'un éventuel débarquement. Oui. Donc, il est bien évident que les Allemands avaient aussi leur service de renseignement. Ils avaient quelques bruits, enfin, on va dire ça comme ça. Et forcément, cet endroit était particulièrement renforcé. Hein. Donc, c'est une des zones qui est les plus renforcées, et notamment avec les batteries 7-10 d'artillerie donc à longue portée qui sont sur l'île de Groix. Donc, ils faisaient un verrou avec les batteries du Bégot à Plouarnel. Donc la puissance de feu était considérable, hein, des canons qui tiraient plus de 30 km, puis après il y avait tous les points fortifiés, les mitrailleuses, les lance-flammes, les mortiers, les canons de tout calibre missionnés. Et c'était un secteur très très bien défendu. Un titre de comparatif, si le débarquement du 6 juin avait eu lieu sur cette partie-là, rien n'était impossible. Les Alliés auraient passé vu leur puissance, mais je pense que les Allemands auraient extrêmement bien défendu cet endroit et ça aurait été donc des combats très 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 violents. Il faut bien le penser. Hein, ouais. Et aujourd'hui encore, on peut retrouver les traces de... Alors, tous ces bunkers en été du mur de l'Atlantique, ils existent toujours. Oui. Sauf que maintenant, ils se retrouvent dans des terrains privés. Ils ont été donc comblés pour des raisons de sécurité par les différentes communes. La végétation s'est développée, etc. Donc, mais ils sont là. On les voit plus, mais ils sont là. Et donc, nous, dans le cadre de notre association, nous avons, avec l'aide de la municipalité de Clohars, pu remettre en œuvre, déterrer en quelque sorte ce bunker sur les Grands Sables, hein, et qui est un des plus importants, un R625, pour ceux qui connaissent, avec un canon, un PAC 40, hein, donc un canon anti-char, et donc qui était très bien situé, avec un ensemble fortifié tout autour. Voir qu'un bunker, c'est un mini château fort qui lui-même est dans un système bastionné, de façon à avoir une protection pratiquement à 360 degrés de toute agression qui viendrait par terre, par mer, et voire même par air. Hein. Ça permet, avec cette restauration de ce bunker, pour les gens qui s'intéressent à cette époque-là ou qui vont passer, de retrouver vraiment
le bunker tel qu'il était à l'époque. Au niveau il est nettoyé, il est donc repeint dans les teintes de l'époque avec du matériel. Donc la plupart des gens qui passent sur la côte atlantique voient ces bunkers, c'est toujours noir, sale. Ils imaginent très mal comment les gens pouvaient vivre là-dedans. Et là, ils se rendent compte qu'il y a eu une vie à un moment donné dans ces bunkers, ces pièces de béton qu'on va retrouver sur la côte atlantique, de taille, de forme un peu différentes suivant les endroits. Et on peut en visiter quelques-uns? On peut en visiter quelques-uns. Il y en a dans le Nord Finistère, et notamment le nôtre, qui est donc ouvert depuis 2018 maintenant. Les travaux ont commencé à ce moment-là, mais le fait du Covid, ça a permis de décaler dans le temps l'ouverture, et donc de se retrouver dans un élément du mur de l'Atlantique. Et donc voir comment des hommes ont pu vivre quelques mois, quelques années pour d'autres, donc dans ces bunkers, donc en attendant un éventuel débarquement. Il faut savoir que tous ces bunkers sur la côte atlantique, ce qu'on appelle le mur de l'Atlantique, en réalité n'a servi à rien, si ce n'est à limiter le débarquement pour les Alliés. Ils excluaient un débarquement dans des ports. Il y avait eu l'échec du débarquement à Dieppe donc à l'été 1942. Ils savaient très bien qu'il ne fallait pas qu'ils débarquent dans ces zones. Et après, c'était de trouver un secteur qui est à la fois le plus proche de l'Angleterre, mais aussi une des zones les moins fortifiées. Et donc, tout cela va amener donc, à ce débarquement, et avec des plages surtout, oui. Ce qui est le cas donc, pour les plages du 6 juin en Normandie. Ouais. Et Roxane, on va revenir à la vie des habitants au Quimperlois qui, alors même si la ville est libérée, ils subissent quand même les bombardements et une atmosphère plutôt tendue, on va dire. Oui, c'est ça, exactement. En fait, le fait est que lorsqu'il y a la libération du territoire de Quimperlé en août 1944, la pression sur les habitants ne descend pas. Parce qu'il y a vraiment donc, le front de la Laïta qui est à 4 km au sud de Quimperlé, donc c'est vraiment très proche. Il y a encore des bombardements de octobre 1944 jusqu'à avril 1945, ce qui fait que la population vit quand même sous tension. Donc il y a la libération, mais il y a aussi le fait qu'à la libération, il y a de l'épuration extrajudiciaire qui permet d'alimenter encore plus ces tensions, parce que le temps que la justice se mette en place sur le territoire, qu'il y ait aussi l'élection d'un conseil municipal qui est retardé à Quimperlé du fait de la proximité avec la poche de l'Orient. Donc en attendant, les habitants vivent vraiment, ne vivent pas comme le reste de la France libérée, la fête qui est faite dans les autres territoires. Il y a encore un couvre-feu qui est en place à Quimperlé. Il va y avoir aussi... les cinémas restent fermés. La vie telle qu'elle était pendant l'occupation, en fait, pendant 9 mois, elle va un peu s'étendre, se poursuivre jusque mai 1945. On sait combien il y a eu de morts de civils avec ces bombardements ou pas? On n'a pas le chiffre exact des morts dus au bombardement. On n'a pas le chiffre exact sur Quimperlé. Et on a un site sur Quimperlé que moi j'avais visité aux Ursulines où dans les sous-sols on voit qu'il y a eu des occupations successives en fait. Oui. En fait, le sous-sol du couvent des Ursulines était donc utilisé par l'occupant pour emprisonner donc des résistants ou alors aussi des ennemis politiques. Bref, pour emprisonner les personnes qui étaient contre l'occupation. Et dans ces prisons, il y avait énormément aussi de tortures. Nous, on a des témoignages. On a notamment Jean Cochet et Marguerite Lemoy, dont je parlais plus tôt, qui font état de tortures avec des nerfs de bœuf. C'était très violent. Après cette occupation, quand les Allemands partent de Quimperlé, les sous-sols des couvents des Ursulines vont être utilisés par les résistants pour emprisonner cette fois-ci les Allemands. Donc il va vraiment y avoir un échange dans ces prisons-là. Alors, il y a des épisodes évidemment pas très glorieux, dus à la frénésie de la libération avec des exactions qui sont commises. Il y a notamment, nous, on a le cas sur Quérien d'une femme qui s'appelle Anne-Marie Perron et qui, elle, a été surnommée à l'époque Marie Beldan.
Elle a été accusée donc extrajudiciairement, donc il n'y a pas de preuve. Pas de jugement. Voilà, c'est ça, pas de jugement. Donc elle a été accusée de coopérer avec les Allemands, de donner des noms de résistants aux Allemands. Et ce qui fait que en août 1944, quand il y a la libération, donc des hommes de la résistance viennent la chercher chez elle, la mettent dans une cage à cochons et la transportent en fait sur les routes de Quérien, avec notamment tous les habitants qui... Après, c'est le contexte de la libération, donc c'est dur d'émettre aussi un jugement sur cette période-là, mais qui vont cracher sur la cage à cochons, qui vont crier des atrocités à cette personne-là. Et à la fin donc, de cette exposition, de son parcours sur les routes de Quérien, elle est exécutée. Donc elle est tuée et c'est une des exactions extrajudiciaires qui... Et il n'y a pas eu d'enquête après pour savoir... Et il n'y a pas eu d'enquête parce que c'était fait dans le cadre de la libération. Oui, avec des fois des résistants de la dernière heure qui se défoulent. Hein. Exactement. Donc c'est vrai que ça, ce sont des cas qui ont extrêmement touché la mémoire des habitants. Bien sûr. Alors, nos réfugiés lorientais n'ont pas pu repartir tout de suite. Alors, ils sont restés... à Quimperlé, dans les habitations qu'ils occupaient pendant la poche. Oui, voilà. De toute manière, l'évacuation de Lorient donc, en février 1943, tous les bombardements alliés. Donc après, tout le monde se retrouve. S'il y a de la famille, ils peuvent les accueillir tout autour. Il y avait des villes qui s'étaient portées donc, comme volontaires pour héberger des réfugiés. Enfin bref, tout le monde se débrouille un peu comme il peut. Il y avait le Secours national donc, de Vichy qui avait pris en charge en disant, regardez, les pauvres sinistrés qui subissent les bombardements alliés, rendez compte, qui tuent, etc. Donc ça fait partie aussi d'une propagande pour diviser les populations. Enfin bref. Et donc, il est bien évident qu'après, on se retrouve avec 9 mois supplémentaires d'état de guerre donc dans le cadre de la poche de l'Orient. Donc les gens ne peuvent pas retourner. Et puis de toute façon, retourner sur l'Orient, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc le temps que tout cela, les routes soient dégagées, qu'il y ait un certain déminage qui soit fait en ville, parce qu'il y a peut-être des zones piégées, enfin on ne sait pas trop, des bombes qui n'ont pas explosé, puisqu'on en retrouve encore des dizaines d'années après. Donc les populations lorientaises seront, entre guillemets, donc, autorisées à revenir dans l'Orient qu'à partir du 14 juillet 1945. Hein. Mais c'est une ville dévastée, c'est histoire de se rendre compte visuellement de ce qui reste éventuellement de sa maison, son quartier, enfin bref, c'est faire son deuil de son habitat donc, qui a disparu. Mais on ne peut pas y loger de manière... Non, mais il faut attendre la construction des baraques. Déjà, les cités provisoires qui vont se développer, mais ça va être dans et autour de l'Orient. Mais surtout, il faut dégager les lieux, il faut mettre en sécurité, il faut un minimum aussi d'hygiène pour tout cela. Donc, il faudra ensuite remettre les réseaux d'eau usée, l'arrivée de l'eau, les réseaux d'électricité, les réseaux de gaz. Donc, ça va prendre du temps. Mais les Lorientais n'ont qu'une envie, c'est de revenir sur leur territoire. Et même si la ville est dévastée, que la vie doit reprendre après cette, entre guillemets, apocalypse qu'ont vécu les Lorientais lors des bombardements alliés, surtout de janvier et février 1943. Vous auriez quelque chose d'autre à ajouter sur Quimperlé ? Alors, Quimperlé, comme Roxane l'a évoqué, a joué un rôle, à mes yeux, important dans le fait que c'était à la fois l'état-major donc allemand donc, qui avait comme, surveillance la zone entre Douarnenez et Quiberon. Hein. Et donc, avec l'état-major, c'est-à-dire qui va diriger à la fois cette protection de côte, mais aussi au sein donc, de cet état-major, il y aurait les services donc, de renseignement allemands, et notamment ce qu'on appelle communément Gestapo, qui vont mener, eux, avec la Feldgendarmerie, à la fois des enquêtes, mais surtout de la répression, avec la montée de la résistance, enfin des groupes de résistance, surtout à partir de 1943, et surtout 1944. Donc c'est vraiment une zone centrale, à la fois pour le commandement allemand,
l'organisation Todd, puisque c'est comme l'a évoqué Roxane, c'est un peu la cité dortoir. Faut voir toute la population qui va y être, avec des trafics en tout genre qui vont se développer, etc. Et puis cet état-major et cette plate forte, et puis le fait qu'il y a ce risque jusqu'au 6 juin que peut-être un débarquement peut arriver sur cet endroit. Donc c'est pas anodin cette zone. Et c'est un peu, on en parle un peu moins, mais d'autant plus que certains personnages, donc on va dire éminents d'état-major allemand, est passé par Quimperlé. Je pense notamment, entre autres, à Fritz Todd, qui lui, à la fois, il est venu sur l'Orient à partir donc de mi-novembre 1940 jusqu'à 1942, puisqu'il va mourir dans un accident d'avion fin février 42. Il est venu 9 fois sur le secteur. Après, il logeait plutôt sur Clohars pour éviter l'Orient comme cible d'attaque aérienne. Donc, c'est un personnage très important au niveau de l'organigramme du Reich. Mais il ne faut pas oublier que son successeur, Albert Speer, viendra passer Noël en 1942 à Quimperlé. Donc reçu par le général allemand qui commandait la place à ce moment-là. Quimperlé, c'est bien répertorié pour l'état-major allemand et le commandement allemand comme une zone très, très sensible et très importante pour eux, au niveau de leur base logistique aussi, de la base de Kéroman. Je pense aussi au fait qu'un abattoir va être construit, là maintenant où se situe Bigard, qui permettait d'alimenter plus de 20 000 personnes, faut bien imaginer ça. Le rôle avec les services sanitaires de la Todd, les services de communication qu'on appelle maintenant, qui s'appelait la propagande à l'époque. Enfin bref, il y a tout cela sur Quimperlé. Et notamment, entre autres, Grégoire Kaufmann en parle pas mal dans son bouquin, Hôtel de Bretagne. Aussi, c'est très, très important. Pas à mes yeux. Alors, il y a 10 ans, on regrettait que Quimperlé ne soit pas associé au fait de la libération de la poche de l'Orient. Voilà qui est fait et on comprend mieux pourquoi, grâce à vous. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Ici, Lorient est un podcast de Radio Balise à retrouver sur son site et celui de Lorient Agglomération.